effet, aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation pour les EAFK et notamment de cette note technique que nous avons développée l'année dernière. Donc, c'est une note technique qui est assez similaire à celle que nous avons faite pour les moyens de subsistance. Elle est faite un peu sur le même modèle. Et donc, avec toujours cette idée de renforcer la collaboration entre les secteurs, puisque, comme je vous disais la dernière fois, on ne peut pas tout faire tout seul. On a vraiment besoin d'impliquer les autres secteurs qui ont une expertise dans leur domaine. Donc, voici la note technique et le contenu de cette note technique. Donc, aujourd'hui, on va discuter un petit peu de ce qu'il y a dedans, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de vous donner la parole, hein, comme à chaque fois, pour avoir vos retours, comment ça se passe pour vous au Mali, ainsi que pour les autres pays qui sont représentés, et puis de voir quelles sont les difficultés, comment est-ce que vous y répondez, et certaines pistes de réflexion qu'on peut partager avec vous. Donc, dans cette note technique, il y a donc une phase d'introduction, il y a des considérations clés pour les interventions en matière d'éducation. Il y a tout un volet sur la promotion de la collaboration entre les deux secteurs. Et puis après, on a des interventions éducatives qui sont détaillées avec voilà, un certain nombre de points. Donc, dans ce webinaire, c'est vraiment un résumé, hein. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'informations que vous allez trouver dans les notes techniques. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Elles sont pas si longues que ça. Elles sont faites de manière assez accessible pour qu'elles puissent être vraiment utilisées par tous. Vous n'êtes pas obligé de tout lire du début jusqu'à la fin. Je vous demande de prendre les parties qui vous concernent, qui vous intéressent. Et j'espère vous donner envie d'aller voir un peu plus loin justement dans ces outils. Donc, comme toujours, une petite phrase, une petite question pour démarrer ce webinaire. Quels sont les programmes d'éducation que vous mettez en place avec les EAFK? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat le type de programme que vous faites ou si vous préférez, lever la main et puis intervenir directement? Je vois que les personnes se présentent, c'est bien. Donc, est-ce que vous faites déjà des programmes d'éducation? Donc, l'éducation, c'est assez large, hein. Ça va de l'alphabétisation jusqu'à l'université, on va dire. Donc, dans cette grille-là, est-ce qu'il y a des choses que vous faites déjà, soit en direct, que vous organisez directement pour les EAFGA, ou bien avec des référencements, avec des partenariats que vous faites avec d'autres acteurs, par exemple. Alors, je vois Nadia qui nous dit qu'il y a de l'alphabétisation fonctionnelle, de la réintégration scolaire dans l'école formelle. OK. Oui, c'est ça. Donc ça fait partie effectivement des types d'interventions. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres types d'interventions que vous faites? Ou est-ce que c'est assez similaire à ce que Nadia a mentionné? Alors, on a une main levée. Oui, Draman, allez-y. Bonjour tout le monde, c'est Draman Diakité de l'ONG AJDM Mali. Comme Nadia vient de dire, nous faisons aussi l'alphabétisation à l'endroit de nos bénéficiaires parce que nos groupes cibles en général, c'est des analphabètes. Avant de commencer la formation professionnelle, nous faisons d'abord des séances d'alphabétisation. La durée, c'est de 6 mois. Il y a un programme du Mali sur l'alphabétisation. Il y a 2 livrets. Il y a le livret 1 et le livret 2. À la fin de chaque livret, il y a des évaluations que nous menons pour voir la progression des bénéficiaires par rapport à la compréhension et ceux qui sont capables de lire et écrire en langue nationale. Merci.
Merci beaucoup, Draman. Et oui, ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est là où il y a le lien un peu entre les deux notes techniques et les deux types d'intervention. Pardon. C'est que même si les enfants sont intéressés de faire de la réintégration économique avec activités génératrices de revenus et autres, souvent il faut une base d'alphabétisation qui leur manque. Et donc, peut-être, voilà, la première phase, c'est de faire de l'alphabétisation fonctionnelle pour qu'ils puissent ensuite pouvoir s'installer comme entrepreneur ou ne serait-ce que de pouvoir suivre des cours pour apprendre de nouvelles compétences. Donc, tout à fait, ça, les deux sont liés et j'en parlerai un peu plus après. Mais souvent, on fait un peu la différence, c'est-à-dire on dit aux enfants, est-ce que vous voulez faire de l'éducation ou bien est-ce que vous voulez faire de la réintégration économique? C'est l'un ou l'autre, parce que forcément, les financements sont limités, qu'on ne peut pas tout faire. Mais souvent, on sait que les deux se renforcent et que des fois, les enfants disent, mais moi, je veux les deux. J'ai besoin de la réintégration économique pour avoir un revenu et être indépendant, et je veux poursuivre mes études. Et donc là, on est souvent face à un dilemme et on voit que lorsqu'il est possible de faire les deux, eh bien là, les enfants ont beaucoup plus de compétences pour ensuite réussir à la fois dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur activité économique. Alors, Karim, allez-y, je vois, vous avez la main Bonjour levée. Nadia, Andra, bonjour. Alors, bonjour tout le monde. C'est Karim Keita de l'ONG-ACF. Je voudrais dire que par rapport au programme d'éducation que nous mettons en place, bon, par rapport à ces enfants, il faut reconnaître qu'il y a des espaces d'apprentissage temporaire aussi que nous sommes en train d'expérimenter au niveau de certaines de nos zones. C'est pour, en tout cas, maintenir ces enfants à un moment donné, pendant 3 mois au moins, qu'ils restent dans ces centres et ensuite de pouvoir, en tout cas, les orienter dans des centres, soit SSAP, qu'on appelle centres de stratégie accélérée, de scolarisation accélérée, quoi. Donc, également, c'est tous des enfants qui sont entre 8 et 12 ans, qui sont souvent entretenus pendant un certain temps. Bon, ça leur permet, en tout cas, d'être occupés pendant un certain temps. Et puis, il y a des appuis psychosociaux qui les accompagnent également à un certain niveau. Voilà, c'est quelques programmes que nous sommes en train de faire dans nos zones, par exemple au niveau de Toumian, au niveau de Munon et également essentiellement à Kourou également, où en tout cas il y a l'afflux des réfugiés. Voilà, c'est ce que je voudrais apporter. Merci beaucoup, Karim. C'est intéressant. Alors là, vous dites pour des 8-12 ans, donc j'imagine que vous n'avez pas vraiment un public de Afghans, non? C'est un peu jeune pour les Afghans. Oui, mais il y a certains enfants de 12 ans qui sont dans ces faubourgs. Hein. Oui, Voilà. d'accord. Si on regarder également, nous sommes en tout cas attentifs à cela, quoi. Voilà. Mhm. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Mais oui, c'est intéressant d'avoir ces phases d'apprentissage. Et ça, c'est vraiment l'idéal, c'est-à-dire que surtout lorsque les enfants quittent les groupes armés, hein, la dernière fois on en avait parlé, c'est il y a un besoin de stabilisation psychosociale, psychologique, et donc d'avoir ces différentes étapes pour que les enfants ne soient jamais laissés seuls à l'abandon, avec des phases d'alphabétisation qui vont progressivement vers des choses de plus en plus complexes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vraiment bravo, parce que souvent, voilà, vous avez 2 mois d'alphabétisation, 3 mois d'apprentissage de la coiffure, et puis ça y est, c'est terminé. Et souvent, on sait que c'est pas assez long, hein, que l'apprentissage et l'accompagnement de ces enfants, on a besoin que ce soit de manière beaucoup plus continue sur la durée. Donc, très bien. Alors, donc, en tout cas, tout ça, c'est intéressant et je vois qu'on a déjà des professionnels dans la salle aujourd'hui. Donc, on va pouvoir continuer. Et là, je voulais vous présenter les types donc, de programmes d'éducation.
J'ai vu aussi dans le chat que quelqu'un a parlé des programmes passerelles. Donc là, on y fait référence. Donc ça, c'est un peu le résumé de tous les types de programmes d'éducation que l'on peut faire avec les enfants. Donc, on a ce qu'on appelle des programmes de rattrapage. Donc, c'est des programmes d'éducation de manière transitoire, donc c'est assez court, qui permet d'apprendre les contenus qui ont été manqués. Donc, si les enfants, par exemple, ont été scolarisés avant, ils ont été recrutés pendant une période d'un an, et bien là, ça va être des cours de rattrapage pour pouvoir rattraper l'année qui a été ratée et ensuite réintégrer le système formel. Ça, c'est ce qu'on appelle des programmes de rattrapage. Ensuite, on a des programmes de transition ou qu'on appelle aussi passerelles. Là, qui sont des cours de préparation qui sont assez ciblés, qui sont aussi plutôt de courte durée, qui vont permettre aux enfants de passer d'un système à un autre. Donc, par exemple, ça peut être pour des enfants qui arrivent d'autres pays ou qui parlent une autre langue, dont le système éducatif est différent. Donc là, on va avoir une phase de transition qui va leur permettre de s'ajuster à un nouveau système d'éducation et pour pouvoir ensuite poursuivre leur scolarité et avoir la certification à la fin. Ensuite, on a des programmes de soutien scolaire. Donc ça, ce sont des enfants qui sont dans l'enseignement formel, on va dire. Donc, ils ont réintégré une classe de, je ne sais pas, CE2, admettons. Eh bien, là, il y a un accompagnement en plus le soir pour les aider à continuer à rattraper peut-être un peu de retard qu'ils ont par rapport aux autres élèves et pouvoir poursuivre l'enseignement dans le système formel. Après, on a tout le système d'éducation qui est non formel. Donc là, c'est tout ce que vous faites en termes d'alphabétisation. Donc là, on est sur des choses très concrètes. Ce qu'on veut, c'est, parce que vous parlez d'alphabétisation fonctionnelle, donc on est sur les bases de calcul, les bases d'écriture, lecture. Et des fois, on peut aussi adapter cette alphabétisation, par exemple, à un besoin si on veut que ce sont des enfants qui veulent s'installer comme, je ne sais pas, avec un petit commerce, eh bien qu'ils sachent pouvoir écrire les, les termes dont ils vont avoir besoin, recettes, dépenses, vous voyez, pouvoir tenir leur petite comptabilité de manière simplifiée, et que ça, ce soit faisable avec les bases de calcul et d'écriture. Ça peut être aussi dans les centres de transit et d'orientation, les CTO. Je ne sais pas si vous en avez au Mali, des CTO. Mais donc là, ce sont des centres dans lesquels les enfants sont regroupés en attendant la recherche de leur famille. Donc, ils ont été identifiés, ils sont sortis des groupes armés et ils sont dans ces centres en attendant de retrouver leur famille. Et donc là, c'est un moment où aussi l'alphabétisation peut être utile puisque c'est un temps quelque part d'attente et donc qui est mis à profit pour un apprentissage. Et là, on dit qu'on combine souvent ces activités d'alphabétisation avec d'autres activités de soutien psychosocial, comme le soulignait Karim à l'instant. Donc, ce n'est pas simplement de l'alphabétisation simple, on combine avec d'autres choses. Ça peut être compétences de vie, ça peut être apprentissage, je ne sais pas, de l'hygiène. Vous voyez, donc on peut faire un peu un mélange où l'alphabétisation est liée aussi à d'autres apprentissages. Ensuite, on a des programmes d'enseignement accéléré. Donc là, par exemple, on a des enfants qui ont raté tout le primaire. Ils sont plus du tout en âge d'aller au primaire. Donc, une réintégration dans un cursus formel n'est pas envisageable parce que ça veut dire qu'on a des enfants de peut-être 15 ans qui seraient en CP assis à côté d'autres enfants qui ont 7 ou 8 ans. Donc là, c'est pas envisageable. Et donc là, on fait un programme qui est séparé et qui va être accéléré, c'est-à-dire qu'on va condenser
tout le programme primaire. Donc, le programme primaire qui normalement fait 6 ans, 5-6 ans, et bien là, on le condense en 2 ou 3 ans, par exemple. Donc, on va beaucoup plus vite. Et puis, ça permet aux enfants d'avoir quand même les bases pour ensuite soit rattraper un enseignement secondaire s'ils le souhaitent, soit rentrer dans la vie active avec une activité économique. Et le dernier point, c'est la transition dans le système formel, que ce soit primaire, secondaire. Ici, on s'est arrêté au secondaire, mais je connais un certain nombre de Afghans qui ont pu aller à l'université. Et ce sont des personnes aujourd'hui qui réussissent très bien. Et donc, c'est bien d'avoir aussi ces opportunités-là. Bien sûr, ce ne sera pas un grand nombre, mais pour ceux qui le souhaitent, pouvoir poursuivre leurs études à l'université, ça leur donne vraiment une porte de sortie. Et puis, ça crée des modèles pour les autres enfants qui arrivent et qui se disent, ah oui, malgré mon expérience, je peux quand même réussir au niveau des études et avoir ensuite un métier. Donc voilà les types de programmes d'éducation. Est-ce qu'il y a peut-être des questions ou, sur cette classification, on va dire? Alors, je crois qu'il y a une question déjà dans le chat. Est-ce que tous ces programmes peuvent être suivis dans un projet, s'il faut tenir compte de la spécificité de chaque enfant et aussi après leur consultation? Alors, oui, je pense que, alors, de tout faire en même temps, ça serait peut-être un peu compliqué, mais c'est toujours l'idée de travailler avec les partenaires de l'éducation qui, eux, ont peut-être déjà des programmes en place dans lesquels vous pouvez intégrer des EAFGA. C'est-à-dire qu'il y a déjà ces programmes qui sont là, donc vous n'avez pas à créer quelque chose de nouveau. Et puis vous ajoutez simplement ce qui manque peut-être dans la localité euh, et toujours en partenariat avec ces professionnels de l'éducation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur cette liste? Est-ce qu'il y a des choses qui sont, d'après vous, qui ne sont pas possibles de faire au Mali, par exemple? Non, pas d'autres réactions? Ok, bah, écoutez, on va continuer. Ah si, Nadia. Oui, bonjour Sandra, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Oui, en fait, j'allais juste préciser qu'au Mali, c'est assez compliqué en fait de faire les programmes d'éducation parce Oui. que dans le conflit en cours au Mali, les écoles sont souvent ciblées. Beaucoup d'écoles, peut-être en ce moment autour de 1700, sont fermées pour des raisons liées au conflit. Souvent, les écoles sont menacées aussi de fermeture parce que certaines parties au conflit estiment qu'ils n'aiment pas le système utilisé et qu'ils voudraient un autre type de système scolaire. Donc, on a en tout cas très peu pour UNICEF et ses partenaires d'enfants qui choisissent la réintégration scolaire. Soit parce que, bon, déjà, ils sont de grands adolescents et ils ont fait très longtemps sans être à l'école, donc ils préfèrent avoir une activité économique. Soit tout simplement parce que dans leur localité, les écoles sont fermées, elles ne sont pas fonctionnelles pour des raisons liées au conflit. Soit tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été à l'école. Donc peut-être ce qui marche mieux ici, c'est peut-être la partie de alphabétisation fonctionnelle, mais on a très peu de cas en fait de réintégration dans l'éducation formelle. Voilà. Ah, oui. Oui. Oui, oui, et c'est vrai qu'on l'avait déjà un petit peu abordé la semaine dernière, hein, cette question des écoles qui sont fermées et qui du coup limitent forcément les opportunités pour les enfants. Et, euh, ouais. Et donc c'est là où tout l'aspect informel est intéressant parce qu'il donne des alternatives à ces enfants. Donc, ouais. Alors, je vois comment se passe l'identification de ces enfants.
Alors là, on parle de l'identification de quoi? Est-ce que c'est l'identification des EAFGA ou bien est-ce que c'est l'identification des enfants et de savoir quelles sont les activités d'éducation, comment on choisit les activités d'éducation qu'ils vont faire? Est-ce que vous pouvez préciser, Baboyer, dans votre question? Ok, désolé, j'avais le micro fermé. En fait, il s'agit des enfants FGA là. Oui. J'aimerais savoir comment on les identifie. Ah, Parce que je d'accord. me dis que si c'est une approche volontaire, peut-être ça serait discriminatoire. Donc, dans une communauté où il y a ces enfants, j'aimerais savoir s'il y a des approches pour les identifier. Mhm. Oui, alors, ce n'est pas tout à fait le sujet de notre webinaire aujourd'hui, mais je peux vous répondre rapidement. Donc, ces enfants, en général, sont identifiés de différentes manières. Soit ils sont identifiés, on va dire, formellement, c'est-à-dire qu'ils passent par un processus de démobilisation qui est formel. Donc, il y a un protocole qui est en place. Donc, par exemple, les forces armées identifient ces enfants lors de batailles. Ou bien ils sont arrêtés à des points de contrôle, ou bien voilà. Donc là, ils sont identifiés formellement et ensuite il y a un protocole pour qu'ils soient ensuite remis à des acteurs de la société civile qui vont les prendre en charge. Et la deuxième option, c'est lorsque les enfants quittent les groupes armés par eux-mêmes et qu'on les retrouve dans la communauté. C'est-à-dire qu'on fait une identification après, une fois qu'ils sont retournés dans leur communauté. En général, c'est à peu près les deux options, hein. Il y en a d'autres, mais ce sont les deux options principales. Et donc là, ce sont par exemple les comités de protection de l'enfance qui vont identifier ces enfants dans la communauté. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Peut-être je vais, si le temps le permet, une autre question par rapport à l'identification des activités. En fait, moi, je me dis, par exemple, sur une approche basée sur la réponse aux bénéficiaires, ça serait bien peut-être à un moment s'il y avait un type d'évaluation pour quand même identifier les besoins spécifiques des enfants. Quelqu'un a posé la question, par exemple, sur si on pouvait mettre en œuvre tous les programmes. Moi, je me dis que peut-être les programmes devraient être basés selon les contextes. Et Nadia l'a dit, les écoles sont fermées. Par exemple, dans certains endroits, c'est des écoles coraniques rénovées et c'est aussi des voies et moyens pour atteindre certains enfants. Merci. Merci. Alors, en général, en protection de l'enfance, on utilise la gestion de cas, qui est vraiment notre approche principale pour identifier les besoins de l'enfant. Donc, souvent, ça se passe comme ça, hein, c'est-à-dire que l'enfant est identifié et ensuite, il va y avoir une évaluation de sa situation, des besoins que l'enfant a. Et donc, parmi ces besoins, il peut y avoir l'éducation, et souvent il y a l'éducation d'ailleurs. Et donc, il va y avoir un plan d'action qui va être mis en place avec l'enfant et sa famille pour dire, voilà, euh, cet enfant, par exemple, n'a aucune base d'alphabétisation. Il serait important qu'il puisse avoir au moins quelques bases de calcul et de lecture. On vous propose de faire 6 mois de cours d'alphabétisation dans tel centre. Est-ce que ça vous convient? Vous voyez, donc c'est comme ça qu'il y a une approche très individuelle avec la gestion de cas qui permet d'identifier les besoins et ensuite d'y répondre en fonction de ce qui est disponible, bien sûr, hein. Si toutes les écoles sont fermées, et qu'il n'y a pas, il y a aucun acteur de l'éducation dans la zone, c'est un peu plus difficile. Mais c'est en gros, c'est l'idée, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Mais ce que je disais, c'est que souvent, on fait soit éducation, soit réintégration économique. Et là, à mon avis, c'est vraiment une erreur. Et on l'a vu dans toute la recherche qu'on a faite, hein, pour ces deux notes techniques sur les moyens de subsistance et l'éducation, que souvent les deux marchent ensemble et qu'on a besoin des deux. Euh, Voilà. Alors, il y avait une autre main levée. Pardon, j'ai un peu tardé. Emmanuel, c'est ça? Est-ce que vous souhaitez toujours intervenir?
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Bien, merci. Ok, moi c'est Emmanuel Ezekiel Samake, ONG Acted. Oui. Ok, en parlant d'éducation, il y a quelqu'un qui a parlé de la fermeture des écoles au niveau des zones de conflit. Et effectivement, c'est une réalité. Nous constatons beaucoup d'écoles qui sont fermées. Maintenant, comme nous intervenons très généralement sur les sites déplacés avec les PDI, la communauté haute. Donc, lors de nos évaluations, il est ressorti des fois que surtout les enfants de se déplacer là aussi ont besoin d'éducation, des centres d'apprentissage d'urgence, je vais dire. Donc, cette sollicitation a été faite plusieurs fois. Maintenant, c'est l'occasion aussi pour moi de relancer cette sollicitation auprès du cluster. Si, il y a possibilité aussi de mettre en place des centres d'apprentissage d'urgence au niveau des sites déplacés, hein. Parce que le besoin s'est fait en réalité sentir. Mhm. Ouais, c'est ça que je voulais ajouter, hein. D'accord. Très bien. Donc là, c'est Merci. un appel, si j'ai bien Oui. compris. Ok. Donc, c'est bien entendu. Je ne sais pas s'il y a des personnes du cluster éducation qui sont présentes aujourd'hui. Euh, si elles entendent le message d'Emmanuel. Sandra? Malheureusement, oui, vas-y Nadia. Voilà. Non, non, j'allais dire que j'avais vu les collègues de l'éducation tout à l'heure, mais malheureusement, ils ont leur réunion du cluster aujourd'hui. Et donc, par contre, ils voudraient bien recevoir l'enregistrement plus tard pour pouvoir le réécouter. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Donc, Emmanuel, votre message n'est pas perdu. Il sera certainement entendu. C'est effectivement ça, ce sont des points que vous pouvez faire du plaidoyer, hein, pour inviter les autres acteurs de l'éducation à dire, voilà, nous, on a ces zones-là, on a des déplacés, il y a beaucoup de Afghans, on a tel et tel besoin. Est-ce que vous pourriez intervenir dans telle zone? Donc ça, c'est la meilleure approche d'ailleurs, hein, qui est vraiment encouragée de collaborer avec les autres acteurs du secteur de l'éducation. Alors ensuite, nous avons Adama. Oui, alors désolé, le micro était fermé. Et oui, c'est en réaction par rapport à l'intervention d'Emmanuel que je trouve vraiment pertinent. Je suis de l'ONG CAEB, Adama Sanogo. Je suis basé à Mopti. Voilà, donc c'est pour dire que c'est vraiment une nécessité. Pour donner un exemple, et bon, le domaine de responsabilité peut faire le plaidoyer, mais aussi il va falloir que nous les acteurs aussi, nous puissions être dans la logique de l'intégration. Voilà, et comprendre que le secteur de l'éducation, la protection, voilà, vont ensemble. Et à ça, on a par exemple sur un site EAE, un site PDI, nous on a un EAE. Bon, il se trouve qu'une autre ONG est venue s'installer, mais au début, on avait pensé qu'ils allaient installer un EAE, mais après échange avec les autorités, tout, après, il s'est avéré que ce n'est pas un EAE, mais c'est un espace d'apprentissage. Voilà, genre comme passerelle, ils vont identifier les enfants, voilà, les renforcer et ensuite les déverser dans le système éducatif normal. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Ça va un peu dans la logique voilà, de la demande de M. Emmanuel, que je trouve vraiment très pertinent. Oui, merci pour cet exemple. Oui, c'est important. Alors, il y a ensuite, je vois dans le chat une question de Sandra qui dit, pourrait-on, avec une référence pour expliquer que les deux sont importants et vont de pair? Oui, alors ça, vous allez le trouver dans les notes techniques. Je pourrais vous montrer où exactement, mais dans les deux notes techniques, en fait, on fait référence mutuellement à l'autre secteur en expliquant que c'est important que les deux vont ensemble. Donc, ça, tu pourras utiliser les notes techniques pour ça. Et ensuite,
il y a une réaction de Anta. Donc, Save the Children met en place des espaces transitoires quand il y a des déplacés ou des enfants bénéficient de services intégrés de protection, éducation et de santé mentale. L'objectif est de renforcer autant de faire se peut les enfants et leur permettre de transiter vers une offre éducative formelle et non formelle. Le programme ne vise pas spécialement les EAFGA. Oui. Et ça, c'est bien déjà que ce soit... L'idée, c'est qu'on s'entende bien, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres webinaires. De manière générale, on promeut toujours une approche non ciblée, c'est-à-dire qu'on ne cible pas exclusivement les EAFGA, mais on les intègre dans un programme qui est plus large, qui va toucher les enfants déplacés, les enfants vulnérables, les enfants affectés par le conflit, etc. Donc ça, c'est vraiment un point important. Merci de le rappeler. Et oui, on peut avoir des approches comme ça très complémentaires où dans un seul espace, on peut avoir la protection, l'éducation, l'accès à la santé mentale, du soutien psychosocial, de l'éducation et autres. Donc tous ces services sont fournis au même endroit. Et ce n'est pas obligé d'être par un seul acteur. Là, c'est Save the Children qui a ces différentes compétences en interne et donc qui peut les fournir directement, mais vous pouvez aussi inviter d'autres acteurs dans votre espace à vous. Si vous voyez que, par exemple, vraiment ça manque, il n'y a pas d'offre éducative, vous pouvez appeler un acteur de l'éducation et dire, voilà, nous, on a l'espace, venez ici fournir des services d'alphabétisation ou d'éducation pour les enfants, puisqu'on voit que c'est un besoin. Donc, ça peut être deux ONG qui travaillent ensemble aussi. Donc, voilà. Très bien. Alors, maintenant, on va passer aux enseignements tirés et aux bonnes pratiques. Donc, ça fait partie un peu des considérations principales que l'on voit lorsqu'on veut mettre en place des programmes d'éducation. On a les questions de handicap, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais je le rappelle à nouveau. C'est important de faire une évaluation, une petite évaluation très rapide, hein. On n'est pas sur un diagnostic très élaboré, mais de voir s'il y a des enfants qui ont des déficiences visuelles, auditives. La mobilité, c'est un peu plus visible, mais il peut y avoir d'autres déficiences cognitives aussi, des difficultés d'attention, de se concentrer, qui vont avoir un impact sur leur capacité d'apprentissage. Donc, c'est important de vraiment bien les identifier. Et après, vous pouvez faire des petites adaptations. Il n'y a pas besoin de grandes dépenses pour adapter à ces déficiences ou à ces handicaps. Donc, ça peut être, on place l'enfant qui a une déficience auditive d'une oreille, on le place différemment dans la classe pour qu'il puisse être plus proche de l'enseignant et avoir l'enseignant qui parle du bon côté de son oreille. Vous voyez? Donc, c'est des petites choses comme ça, hein, qui sont parfois assez simples. Les questions de genre, d'âge et d'ethnicité. Donc, le genre, bien sûr, hein, donner les mêmes opportunités aux garçons et aux filles. Et même chose que pour les activités économiques, si les filles ont des enfants, pour qu'elles puissent suivre les cours, mais il faut les aider à trouver des alternatives pour prendre en charge leurs enfants durant la journée. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de la famille qui est prêt à garder le bébé? Est-ce que s'il y a beaucoup de filles dans cette situation, vous mettez en place vous-même une crèche pour les aider et vraiment leur donner les mêmes opportunités que les garçons? Les questions d'âge, bien sûr, hein, un enfant qui a 15 ans, on ne peut pas attendre de lui qu'il retourne au primaire sur les bancs d'école à côté des petits-enfants. Ça va être très difficile et ce n'est pas souhaitable d'ailleurs, hein. Donc, prendre en charge l'âge, ce que l'enfant souhaite. Des fois, s'il y a quelques années de décalage, ça passe. Et puis, c'est aussi, ça dépend de la volonté individuelle de chaque enfant. Mais on peut arriver quand même à les réintégrer dans un système formel s'il est disponible. Sinon, il faut faire de l'adaptation. Après, il y a tout un tas d'accès, enfin, tout un tas de services auxquels les enfants ont besoin d'avoir accès. Donc, l'éducation, oui, c'est bien, mais il faut avoir quand même un minimum de santé. Il faut avoir un abri
ou une tente ou bien quelque chose pour pouvoir se loger. C'est les services de réintégration de manière générale qui doivent être là aussi, hein, tout l'accompagnement psychosocial et autres est nécessaire. Ensuite, on a les questions de perception communautaire. Donc ça, c'est pareil. Si les enfants ne sont pas bien acceptés dans la communauté, souvent au niveau de l'école, on voit qu'il va y avoir des problèmes. Ça peut être de la discrimination de la part des enseignants ou de la part des autres élèves. On a vu des enseignants avoir des comportements vraiment durs envers certains EAFGA parce que eux-mêmes nourrissent une rancœur personnelle, voilà, contre des membres d'un groupe armé, par exemple, et les enfants incarnent ça, et donc les enseignants vont être beaucoup plus durs envers ces enfants, vont utiliser peut-être de la violence ou de la discipline violente, etc. Donc ça, c'est tout un environnement à travailler aussi au niveau communautaire pour que dans l'espace de l'école, que ce soit d'éducation formelle ou non, hein, ça finalement, c'est pas très grave, qu'il y ait une vraie égalité, que la communauté accepte ces œuvres-là. Donc ça, c'est un travail à faire en parallèle. D'avoir les opportunités socio-économiques, donc on en parlait, hein, de ne pas faire l'un ou l'autre, mais que les deux peuvent aller ensemble, que ce soit pour les enfants, donc les enfants plus âgés, hein, à partir de 15 ans, qui aient accès à une activité génératrice de revenus, plus à des activités d'alphabétisation, éducation, ou que ce soit pour les parents. Donc, apporter cette activité socio-économique aux parents pour qu'ensuite les parents puissent prendre en charge l'éducation des enfants, par exemple. Ça, c'est aussi important et c'est... des fois, on imagine nos programmes, alors on va financer l'éducation chaque année de cet enfant, sauf que le programme dure, je ne sais pas, 1 an, 2 ans. Au bout des 2 ans, il n'y a plus de financement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'enfant quitte l'école. Alors que si vous avez travaillé avec une activité génératrice de revenus pour les parents, eh bien là, vous avez mis en place un système pérenne qui permet aux parents de soutenir l'éducation des enfants. J'invite tout le monde à fermer vos micros, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup de bruit. Merci. Donc, voilà. Et le dernier point, c'est la structure familiale et sociale. Donc, comme tout, hein, les enfants ont besoin de cet environnement familial qui les soutienne pour ensuite réussir à l'école. Si la famille ne soutient pas l'enfant, dit de toute façon, tu perds ton temps à l'école, ça ne sert à rien, tu ferais mieux de venir travailler au champ avec moi, forcément, il va y avoir aussi des difficultés supplémentaires pour l'enfant. Donc voilà, donc ça c'était pour les considérations principales. Alors maintenant, je voulais qu'on parle un peu plus des difficultés. Vous en avez déjà parlé un petit peu, hein, avec notamment la question des écoles qui sont fermées. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous avez rencontrées dans la mise en œuvre de ce type de programme? Ça peut être des difficultés, je ne sais pas, peut-être de collaboration. Est-ce que vous avez essayé de collaborer avec le secteur de l'éducation et vous avez rencontré des obstacles ou des difficultés? Vous pouvez partager un peu vos expériences. Alors oui, Pamela. Bonjour Sandra, bonjour tout le monde. Bon, je Bonjour. voulais juste dire qu'il y a à un certain moment, il y a des difficultés au niveau peut-être des programmes d'éducation si on ne l'a pas prévu dans les projets de prise en charge des EAFGA. Il arrive qu'on a peut-être prévu qu'on va faire la réinsertion scolaire, bien sûr, et qu'on l'a prévu que quelques fonds pour appuyer, par exemple, les kits scolaires, mais aussi l'entrée au niveau de l'école. Mais le problème, souvent, ça persiste sur la continuité des prises en charge. Ça veut dire que, par exemple, si on a inséré un enfant 4e année de l'école primaire, par exemple, peut-être on n'a pas couvert jusqu'à ce qu'il finisse les cycles. Et ça pose des soucis. C'est comme si on donnait un appui à moitié, même au niveau du secondaire. Peut-être l'enfant peut être en 2e ou 3e, il nous reste 3 ans.
Mais les projets ne courent peut-être que cette année-là et qu'on n'arrive pas à continuer la suite. Et c'est là, si dans ces écoles-là, il n'y a pas un autre partenaire, une autre organisation qui appuie l'école, souvent c'est un problème dans lequel nous sommes rencontrés à ce niveau-là, du côté de l'éducation. Mais aussi, il y a aussi des problèmes par rapport aux durées des projets. Il y a des projets qui ont des durées un peu, bon, je peux dire moins courtes, et que, par exemple, dans l'apprentissage, ça fait assez que les EFGA n'ont pas eu assez de temps pour apprendre, pour faire, par exemple, les stages, pour qu'ils soient suivis et autres. Et souvent, par exemple, les projets d'une année, souvent, ça a des défis tels que ça. Mais aussi, on demanderait assez que peut-être on commence déjà à négocier au niveau du pays pour dire que si on veut faire les programmes de réinsertion des enfants EFGA, que ce soit minimum 2 ans. Donc, on se rassure que on va appuyer pendant les 2 ans et aussi appuyer, par exemple, au niveau de l'école, le plan de réduction des risques ou contribuer, mais ce n'est pas à une amélioration quelconque au niveau de l'école pour que l'enfant reste jusqu'à la fin du cycle. Et souvent, ça, c'est vraiment un défi au niveau de la RDC. Merci. Oui, merci. Ça, c'est vraiment les difficultés qu'on rencontre souvent avec l'éducation, en effet. D'où le fait d'imaginer d'autres systèmes de financement, c'est-à-dire qu'au lieu de financer un enfant pour une période donnée dans une école, on réfléchit à dire comment est-ce qu'on peut anticiper que cet enfant puisse terminer son cycle dans cette école. Donc, est-ce qu'on peut appuyer l'école en disant, voilà, cet enfant, on appuie en avance pour, je sais pas, les 3 ans qui restent pour finir le cycle, d'une manière ou d'une autre, et donc avec la garantie que cet enfant pourra rester jusqu'à la fin du cycle, par exemple. Donc ça, c'est une approche. Une autre approche, c'est de travailler avec les parents pour que les parents puissent financer ensuite l'éducation de leurs enfants avec cette activité génératrice de revenus. Ça peut être travaillé plus au niveau de l'école aussi, plutôt qu'au niveau individuel, c'est-à-dire que voilà, on dit voilà, nous, on va appuyer l'école avec soit une activité génératrice de revenus, soit avec du maraîchage, par exemple, ou avec la rénovation de l'école et des tables bancs. Et donc ça vaut pour, je ne sais pas, 10 enfants, 20 enfants pour qu'ils puissent finir leur cycle scolaire, par exemple. Vous voyez, donc il y a des négociations comme ça qui peuvent être faites avec les écoles pour que l'enfant puisse terminer son cycle, même si c'est la fin du projet et même s'il n'y a plus de financement. Alors ensuite, on a Sango. Oui. Bonjour à Allez-y. bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Aminatou Sango de Save the Children. Je suis Oui, au Mali, plus précisément au centre à Mopti. Donc, très bien. l'expérience que je vais partager, c'est dans une autre organisation, une organisation de protection dans laquelle j'ai déjà travaillé. La situation des EFGA, la plupart des EFGA en général, ce que nous avons constaté, n'aiment pas tellement l'école. Donc, quand on va chercher à faire leur réunification avec leur réunification familiale, ils demandent des activités génératrices de revenus en général. Ils veulent faire des activités génératrices de revenus. Donc, quand tu les parles de l'école, la plupart n'aiment pas encore l'éducation parce qu'avant de rejoindre la situation FK, ils avaient déjà abandonné l'école pendant des années. Ils ne fréquentaient pas l'école. Donc, quand on les récupère pour les réorienter et pour la réunification familiale, tu trouveras que la plupart d'entre eux n'aiment pas l'école. Donc ça, c'est un grand défi qui est là. Ils demandent toujours si on peut les appuyer dans le cadre des activités génératrices de revenus. Il y en a qui veulent faire la maçonnerie, il y en a qui veulent faire, comment dirais-je, élever des animaux pour les vendre, les embouches et autres. Il y en a qui veulent faire le petit commerce et autres. Mais la plupart des cas, ils n'aiment plus retourner à l'école. Et l'autre défi est qu'au Mali, vous connaissez déjà la situation. La plupart des écoles sont déjà fermées. Dans leur zone, il n'y a plus d'écoles et l'éducation, vraiment, c'est un grand souci là-bas. Les groupes armés qui occupent les zones n'aiment pas qu'on amène l'éducation classique dans ces zones-là. Donc ça, c'est les défis qu'on a vraiment rencontrés lors de la réunification des EFGA. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Amintou. On a aussi Léonidas. Allez-y.
Oui, bonjour. Allô? Oui, oui, on vous entend, allez-y. Ah, d'accord. Non, parlant des défis pour l'éducation des ex-enfants associés aux forces et aux groupes armés. Alors, partant de l'expérience, il faut dire que c'est surtout, on fait des programmes, on développe des programmes, des projets en disant on a un tel X nombre d'enfants à réinsérer, à intégrer dans, dans le processus éducatif, mais on oublie que ces enfants, ce n'est pas leur premier choix. On ne les fait pas participer, on ne les implique pas dans l'élaboration de ces projets et du coup, on leur impose quelque chose qui ne répond pas à leurs attentes. Ça, c'est en complément avec ce que ma collègue de Mali venait de dire. Et notre défi parfois qui s'oppose, le système éducatif a déjà son programme préétabli qui est là, qui est suivi par tous les enfants. Mais parfois, ces programmes ne tiennent pas compte ou ne prennent pas en compte, moi je peux dire, les causes ayant créé le conflit. Et ça fait que l'enfant, même s'il est à l'école, il a toujours en lui ce qu'il avait amené à rejoindre les forces des groupes armés. Et il ne parvient pas à se détacher de son passé, puisque dans les programmes, parfois on n'intègre pas peut-être des chapitres ou des éléments qui pourraient parler du conflit, des causes du conflit, et afin que l'enfant voit que là où il est, il participe à la solution, à la réponse mettant fin à son conflit. Donc, parfois, ce sont ces problèmes qui s'opposent parfois et qui font que même si on développe ces programmes, ça ne répond pas vraiment à, à- soit aux besoins de l'enfant, mais aussi à la solution pour mettre fin aussi à la crise. Ça peut perpétuer les idées de crise dans la tête de l'enfant et ce qui fait que il reste toujours il reste toujours tendu, sachant que d'un moment à l'autre, le conflit peut ressurgir et qu'il peut se retrouver encore entre les mains, soit des groupes ou des forces armées. Voilà ce que je voulais donner comme contribution. Merci. Merci, Unidas. Oui, c'est intéressant aussi. J'aime bien cette idée que les enfants puissent intégrer aussi le fait qu'ils font partie de la solution et que le fait d'aller à l'école fait partie de la solution. Et ça, c'est intéressant. Le fait qu'ils ne soient pas impliqués dans les projets, ça, c'est effectivement une difficulté. Et dans la boîte à outils, il y a tout un volet de participation des enfants. Donc, en fait, on pose la question aux EAFGA et on leur demande leur retour. Et eux, dans leur tête, quels sont les attributs, quels sont les signes qui font que pour eux, ils sont réintégrés. Et c'est à partir de là qu'on va ensuite développer les programmes. Mais donc ça, c'est l'approche que nous, on promeut avec la boîte à outils pour avoir justement cette implication des enfants et qu'ils disent eux-mêmes ce qu'ils veulent, ce qui marche pas, etc. Et c'est vraiment intéressant de voir, lorsqu'on commence à poser la question aux enfants, finalement, il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et ils disent que eux, voilà, c'est ça qui est important pour eux. Et peut-être que l'éducation n'en fait pas partie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Amintou, c'est qu'effectivement, si les enfants ne veulent pas aller à l'école, mais pour avoir une activité économique qui soit florissante, qui rapporte de l'argent, il faut avoir un minimum d'éducation et de base en alphabétisation. Ça, c'est vraiment des études qui le montrent très clairement. C'est plus il y a un niveau d'études élevé ou une connaissance, hein, pas besoin d'avoir fait de grandes études, mais plus il y a une base en alphabétisation qui est solide et plus l'activité économique sera florissante. Et ça, il faut que les enfants le comprennent parce que oui, c'est pas drôle d'être sur le banc de l'école et d'apprendre l'alphabet et autres, mais ça, ce sont des bases qui vont leur permettre de réussir leur activité. Et donc ça va être à nous aussi de faire passer ce message-là aux enfants et d'adapter ces cours d'alphabétisation
pour des enfants qui n'ont plus l'habitude de rester assis pendant des heures, qui ont l'impression de perdre leur temps et autres. Donc, c'est à nous de rendre ces activités, ces cours d'alphabétisation suffisamment ludiques, interactifs pour qu'ils voient immédiatement comment appliquer ce qu'ils apprennent dans la vie de tous les jours. Alors, ensuite, on a Boulkassoum et puis après, on passera à la suite. Oui, Boulkassoum. Bonjour tout le monde. Merci Sandra. Oui, juste abordé dans le même sens que toi. Le constat sur le terrain que les enfants sont très intéressés par les cours d'alphabétisation et surtout quand on les parle de la gestion simplifiée qui les permet de mettre en œuvre leurs activités génératrices de revenus. Donc, ceci les intéresse. Et deuxième aspect aussi, les offres d'éducation à la base des fois ne s'adaptent pas à ce que certains parmi eux veulent. Pour la simple raison, vous voyez les offres d'éducation telles que nous appelons ici, les MEDERSA, les quoi, c'est des entités comme on appelle d'éducation privée dans la plupart des cas et qui génèrent ce qui veut dire un paiement mensuel ou trimestriel ou annuel en termes de prise en charge. Et il y a ces cas de vie. C'est vrai, on est tous d'accord que certains aussi ont le complexe de l'âge parce que dans la plupart des cas, nous sommes avec des adolescents qui ont une tranche d'âge et se retrouver dans une classe avec des niveaux très inférieurs ne se sentant pas très présents parce qu'avec les autres enfants qui sont là, ça les démotive à pouvoir opter pour la réinsertion. Mais analyser bout en bout, ce qu'on a constaté au niveau du CTO, honnêtement, les activités d'alphabétisation sont très prisées. Mais maintenant, la durée au CTO ne dure que pratiquement 3 mois, donc dans la plupart des cas. Et il y aurait après rupture. Maintenant, réfléchir sur la continuité après que les enfants ont été réunifiés, c'est vraiment aussi des options sur lesquelles il faut entrevoir. Autre point aussi, la collaboration entre les entités qui gèrent la prise en charge transitoire de ces enfants, la réinsertion et la collaboration avec le secteur de l'éducation. Parce que nous devons pouvoir avoir des engagements tacites avec le secteur de l'éducation pour faciliter la réintégration scolaire de ces enfants. Et c'est cela seulement qui peut garantir. Et ça, en réalité, sur le terrain, c'est des négociations au cas par cas pour pouvoir faire en sorte qu'un enfant retourne à l'école, puisse. Et la prise en charge que nous avons aussi sur le terrain, comme vous l'avez défini, des fois, on fait un appui à la famille pour soutenir la scolarité de l'enfant. Donc, ça veut dire que tout de suite, si l'enfant décide d'aller à l'école, l'AGR qui avait été là, on les met à la disposition de la famille si l'AGR génère quelque chose, soutient l'éducation de la famille. Maintenant, si on considère avec des familles sensibilisées et conscientisées sur la bonne gestion, là, ça fonctionne. Et là, c'est que nous, on a eu des cas d'enfants qui ont abandonné au second cycle, mais le soutien a permis à ceux quand même qu'ils fassent les DEF, qu'ils passent au lycée et continuent l'école. Donc, c'est des cas de figure qu'il faut encourager. L'option MEDERSA, c'est que nous sommes dans une zone où, comme Nadia l'a dit, les groupes ont exigé des types d'enseignement dans certaines zones géographiques. Et ça, c'est la réalité aussi qui est là. Et cela, dans la plupart des cas aussi, peut influencer. Parce que nous, on n'a aucun contrôle sur les écoles coraniques, ni quoi qui se déroule ça et là, parce que pour le moment, l'État n'a pas quelque chose de consistant. Et ça aussi, c'est des réflexions. Si c'était quelque chose de structuré, où l'État avait un programme, soit là, on pouvait. Mais à l'état actuel, c'est des réflexions et coûts. Et très difficile que cette dynamique puisse être intégrée à l'état. Voilà quelques commentaires. Merci à vous. Merci Boulkassoum, c'est vraiment intéressant, ouais, toutes ces réflexions. Et oui, en effet, c'est quand même bien de voir que même si l'école formelle, c'est compliqué parce que les écoles sont fermées, parce que les enfants ne veulent pas y aller, etc., que l'alphabétisation soit privée, ça, je trouve que ça donne un peu d'espoir. Et puis, c'est peut-être ce qui est le plus adapté finalement.
si on arrive vraiment à adapter l'alphabétisation à leurs besoins, des besoins très pratiques, hein, il ne faut pas rentrer dans des choses très compliquées, mais on apprend le vocabulaire dont on va avoir besoin pour faire notre activité génératrice de revenus. Ça permet d'avoir des choses très concrètes et d'attirer aussi leur attention. Donc, bon, c'est intéressant. Et voir les options pour continuer après, c'est ça, ou est-ce que tu disais que après le CTO, après c'est compliqué. Je me posais, j'étais en train de réfléchir un peu là, pendant que tu parlais, est-ce qu'il était possible d'avoir peut-être une application qui pourrait être sur un téléphone qui marche, comment dire, offline, quoi, sans être connecté à Internet et qui permette de faire des petits exercices pour continuer à apprendre des exercices d'alphabétisation, par exemple, ça peut être une idée. Voilà. Bon, très bien. Alors, on va pouvoir avancer. Hop, au point suivant. Donc là, ce sont voilà, un petit résumé des principaux défis que nous, on a vus lorsqu'on a développé cette note technique. Et ça regroupe un peu ce que vous avez dit, hein. Donc, peu d'opportunités pour les enfants plus âgés. Il y a aussi une mauvaise compréhension des moteurs de conflit, des dynamiques sociales et comment l'école peut être parfois utilisée, instrumentalisée, hein, pour servir des intérêts qui finalement alimentent le conflit ou des intérêts politiques. Il peut y avoir aussi l'absence de financement à long terme, ça c'est Pamela qui en a parlé, l'absence de mesures de résultats et de preuves. Ça c'est aussi intéressant de voir comment est-ce qu'on mesure un peu sur le long terme, quel est le taux de rétention de ces enfants, combien d'enfants finalement terminent leur cycle primaire, terminent leur cycle secondaire. Est-ce que grâce à ces apprentissages, ils arrivent à avoir ensuite une activité, à s'insérer dans la vie active différemment? Donc là, il y a plein d'évaluations des résultats en fait de ces interventions qui sont pas toujours faites et qui du coup nous manquent pour ensuite argumenter et dire mais si c'est utile, c'est intéressant d'investir dans l'éducation. Et je peux vous donner l'exemple de la RDC. Je crois que je vous l'ai peut-être déjà dit lors du premier webinaire, mais en RDC, pour les filles, le fait d'avoir un certificat de fin de scolarité, que ce soit primaire ou surtout secondaire, ça leur permettait d'avoir un argument ou de remonter un peu sur l'échelle de la valeur sociale et pouvoir ensuite trouver un mari. Donc l'éducation, et ça c'est le contexte de la RDC, donc qui est bien sûr différent du Mali, mais c'était quelque chose qui était valorisé. On dit, ah, cette fille-là, elle a fini son lycée, elle est intelligente, elle va pouvoir utiliser ensuite ses compétences, donc elle est plus intéressante à marier, entre guillemets, peut-être qu'une autre fille. Donc ça, c'est intéressant de voir quelle est la valeur qui est apportée, qui est donnée d'un point de vue social au certificat scolaire, par exemple. Ensuite, on a le travail en vase clos. Donc ça, c'est chacun travaille de son côté. L'éducation fait ses activités. La protection fait ses activités. Il y a un manque de travail en commun. Et puis aussi le manque d'implication des EAFGA. Donc ça, vous l'avez aussi mentionné, hein, pour aider à définir ces offres éducatives qui répondent vraiment à leurs besoins. Très bien. Alors ensuite, on m'a parlé des interventions clés. Et alors, j'en ai sélectionné quelques-unes, hein, parce que bien sûr, il y a beaucoup plus de choses dans la note technique, mais j'ai sélectionné quelques-unes qui me semblaient importantes. Donc, on parle de l'éducation, bien sûr, mais l'éducation, c'est aussi fortement lié à tout ce qui est santé mentale et soutien psychosocial. D'ailleurs, la plupart d'entre vous l'avez déjà mentionné. Et donc, si on reprend notre pyramide, là, pour ceux qui ont assisté au webinaire sur la santé mentale et soutien psychosocial, vous vous souvenez de cette pyramide avec les différents niveaux d'intervention. Donc, avec l'éducation, on est souvent au premier niveau, tout ce qui est
les aspects sociaux, le fait d'avoir accès à des services de base comme l'éducation, mais en sécurité. Et puis, ça peut être aussi au niveau 2 avec au niveau communautaire, familial, donc au niveau de l'école, comment l'école peut aussi répondre aux besoins de santé mentale et de soutien psychosocial des enfants. Donc là, on a des exemples où comment il y a des relations entre les acteurs de la protection et de l'éducation pour que, par exemple, à travers la gestion de cas, les enfants, on identifie leurs besoins, donc un besoin au niveau d'éducation, par exemple, mais aussi un besoin en termes de santé mentale, et donc comment les deux vont travailler ensemble pour ensuite répondre aux besoins de l'enfant. Il peut y avoir aussi tout ce qui est développement professionnel des enseignants, c'est-à-dire que les enseignants, on leur donne des compétences, des clés pour à la fois comprendre pourquoi les enfants réagissent d'une certaine manière et quelles sont les solutions qu'ils peuvent y apporter. Donc typiquement, on voit souvent les EAFGA lorsqu'ils retournent à l'école, donc là je parle de l'école, on va dire formelle, eh bien, on voit des enfants qui ont du mal à rester assis toute la journée sur le banc parce qu'ils ont été habitués à autre chose. Donc là, retourner dans un contexte où on reste assis toute la journée, c'est difficile. Ce sont des enfants qui répondent, qui ne montrent pas le même niveau de respect vis-à-vis de l'enseignant que les autres enfants. Donc, ils sont discriminés. Les enseignants ne comprennent pas pourquoi ces enfants réagissent de telle manière. Ou bien, c'est des enfants qui ont de grandes difficultés de concentration. Et ça, c'est dû, on l'a vu, à tout ce qui est l'impact en santé mentale des violences qu'ils ont vécues. Donc, des difficultés de concentration, on dit, voilà, cet enfant, il retient rien, il a le nez en l'air toute la journée, il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Voilà, donc toutes ces choses-là qui sont dues en fait à des problèmes de santé mentale à la base et qui vont avoir une influence sur la capacité de l'enfant à absorber, être attentif en classe. Donc, former les enseignants à tout ça, déjà, ça va les aider à comprendre pourquoi l'enfant a tel ou tel comportement. Même parfois des comportements agressifs, par exemple, et que si l'enseignant comprend d'où ça vient, déjà, sa réaction va être différente. Et ensuite, leur donner des clés pour savoir comment gérer ses enfants. Et donc, par exemple, il y a des choses où permettre à l'enfant de se déplacer dans la classe, faire des petits travaux en groupe plutôt qu'un grand cours magistral devant tout le monde, utiliser de la discipline positive lorsqu'un enfant manque de respect. Vous voyez, toutes ces choses-là. Et donc, il y a des modules de formation qui existent pour les enseignants. Il y en a notamment un qui a été développé par IRC, qui a été traduit en français, qui a été utilisé déjà depuis plus de 10 ans, qui s'appelle les classes de guérison, si je me souviens bien, la traduction française. Donc ça, ce sont des outils qui sont disponibles que vous pouvez utiliser pour former les enseignants à ces pratiques. Il y a autre chose, ça s'appelle tout ce qui est social and emotional learning. Donc c'est l'apprentissage social et émotionnel. Et donc ça, ce sont des petits cours que vous pouvez mettre en place, ça dure 30 minutes. Donc ce sont des petites activités qui se font en général avec les enseignants en début de journée. Donc soit c'est le matin, ça peut être l'après-midi. Ça dure 30 minutes et ça aide les enfants à faire des apprentissages de régulation émotionnelle, par exemple. Donc, comment on apprend à respirer lorsqu'on sent qu'on est énervé et puis on apprend une petite respiration qui permet de nous calmer. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui sont faites de manière vraiment très ludique pour les enfants et qui vont permettre aux enseignants à la fois eux d'avoir des clés pour gérer leur classe et aussi pour les enfants d'avoir des petits outils pour que l'enseignement se passe mieux, leur apprentissage se passe mieux. Voilà, donc ça, si vous êtes intéressé, IRC a aussi a rendu d'ailleurs tout ce contenu public, donc c'est accessible en ligne. Il y a, ça s'appelle SIL, et donc je pourrais vous donner les liens si ça vous intéresse. Ils sont traduits en français et accessibles à tous.
Ensuite, au niveau communautaire, c'est important aussi d'avoir des chemins de référencement, c'est-à-dire que l'éducation, l'enseignant ne peut pas tout faire. L'enseignant n'est pas un psychologue, il a aussi ses propres limites, hein. Il est là pour enseigner, il n'est pas là pour faire de la thérapie. Donc, c'est important qu'il puisse aussi référer vers les autres services spécialisés, soit de santé mentale, soit via la gestion de cas avec les travailleurs sociaux pour dire, voilà, cet enfant vraiment, il n'arrive pas du tout à se concentrer. Je pense qu'il y a besoin d'un soutien en santé mentale plus important. Est-ce que vous pouvez le référer vers un service spécialisé? Et puis, il y a au niveau national et politique aussi de promouvoir ce lien entre la santé mentale et l'éducation. C'est vraiment important. Et ça va au-delà des EAFGA. Les enfants qui ont été affectés par le conflit, les déplacés, tout ça, ont vécu des expériences traumatisantes qui vont affecter leur capacité d'apprentissage. Donc, ça va bien au-delà des EAFGA. Et donc ça peut être aussi un plaidoyer au niveau national de dire on doit prendre en compte ces questions de santé mentale au sein de l'école. Et là, les acteurs de la protection de l'enfance, vous avez un rôle à jouer et de plaidoyer auprès des acteurs de l'éducation, de dire comment on peut travailler ensemble pour qu'il y ait ce lien de référencement et de renforcement des capacités des enseignants. Voilà, donc ça c'est pour la santé mentale. Ensuite, on a donc les enseignants. Donc, les enseignants sont vraiment les personnes clés au sein de l'école. Donc, on vient de le dire, hein, ils doivent avoir aussi ces compétences pour faire un apprentissage qui tient compte des traumatismes, qu'ils aient eux-mêmes cette compréhension, hein, donc de comprendre pourquoi les enfants réagissent de telle ou telle manière. Les enseignants peuvent avoir aussi eux-mêmes vécu des expériences traumatisantes, il ne faut pas l'oublier, donc qu'ils aient aussi accès à ce soutien psychosocial pour eux-mêmes et qu'il y ait une approche vraiment globale de l'école. Donc, les enseignants, ils font partie d'un système, ils font partie... donc, que tous ces différents éléments, tous ces différents acteurs travaillent ensemble. Et donc, on a parlé du renforcement des capacités des enseignants et puis des chemins de référencement, donc eux sachent voilà, quel est le travailleur social qui est référent, admettons, pour cette communauté, qui puisse le contacter, ou bien qu'il y ait un référencement avec le comité de protection de l'enfance, admettons, hein, s'il y en a un dans la communauté. Donc, que vraiment l'enseignant soit connecté à tous ces autres acteurs, hein, et qu'il sache qui appeler en cas de problème. Ensuite, on a les associations de parents, d'élèves et d'enseignants. Donc ça, c'est vraiment un acteur important. Ils font partie des acteurs clés de la réintégration des enfants. Et on a besoin d'impliquer les parents. On l'a vu, hein, dans les considérations clés. Si au niveau de la famille, il n'y a pas un soutien, eh bien, ça va être plus compliqué. Donc, impliquer les parents avec des programmes de compétences parentales, par exemple. Ça peut être aussi au niveau de la gestion de ces associations de parents d'élèves, les COGES, par exemple, qui, eux, peuvent vraiment aussi contribuer à identifier les EAFGA, leur permettre d'accéder à l'éducation. Ils ont parfois, donc là, par exemple, il y a l'exemple de la République centrafricaine, où il y a, dans une des régions, les associations de parents d'élèves ont joué un rôle crucial parce qu'ils ont demandé, ce sont eux qui ont demandé aux associations communautaires et aux ONG locales de soutenir les EAFGA. Donc eux, ils ont vu qu'il y avait un besoin. Ils se sont dit, voilà, on voit ces EAFGA qui sont là dans la communauté. Nous, on n'y arrive pas seuls. Donc on va aller demander aux ONG de nous soutenir pour ensuite accueillir ces enfants. Donc il y a eu notamment des activités génératrices de revenus au niveau du COGES pour apporter un financement à l'école
qui pourra ensuite intégrer plus facilement les EAFGA et les autres enfants vulnérables. Donc ça, c'était intéressant parce que c'était vraiment à la demande de l'association des parents d'élèves. Donc ça, c'est un des exemples. Le fait de cartographier toutes les ressources qui existent au niveau de la communauté et que ce ne soit pas toujours les ONG qui viennent aussi apporter, hein, dire que vous avez des ressources au sein de la communauté et de renforcer ces associations. Elles ont un rôle à jouer. Si vous arrivez en tant qu'ONG en disant, alors attendez, nous, on va financer la scolarité de l'enfant X, de l'enfant Y et Z, là, vous désengagez finalement l'association des parents d'élèves, vous leur envoyez le message que eux n'ont rien à faire, que tout est géré par les ONG, sauf qu'on sait bien, les financements ont une durée déterminée, souvent courte, et une fois que les financements sont terminés, eh bien, il n'y a plus rien. Donc, impliquer toutes ces associations, tous ces partenaires, c'est vraiment important pour qu'eux s'approprient aussi la réussite de ces enfants. Voilà. Ensuite, on a la question de sécurité dans les écoles. Donc là, il y a toutes les questions de violence, la violence sur le chemin de l'école et dans les écoles. Donc sur le chemin, on a par exemple des checkpoints qui peuvent être à proximité des écoles et qui peuvent aussi créer des problèmes. Les enfants peuvent avoir peur de passer devant ces checkpoints. Les militaires peuvent des fois s'amuser avec les enfants et leur faire peur, surtout les filles. Il peut y avoir aussi des risques liés au terrain, donc s'il y a une rivière à traverser, s'il y a un grand trou, voilà, ce genre de choses. Et puis, il y a la violence à l'intérieur de l'école. Donc, c'est la violence qui vient des enseignants. On sait qu'il y a des enseignants qui utilisent encore des méthodes de discipline violente ou négative, hein, qui utilisent la chicotte. Alors, je ne sais pas si vous appelez ça la chicotte au Mali, mais dans beaucoup de pays africains, on appelle ça la chicotte. Donc, c'est ce petit bâton-là qui va être utilisé pour frapper les enfants. Ça peut être des coups de règle, ça peut être une violence psychologique avec de la discrimination. Donc, c'est « Ah, toi, tu es un ancien EAFGA, de toute façon, tu es un criminel. » Donc, on leur donne des noms comme ça, désagréables, des insultes. On les relègue au fond de la classe. On ne s'intéresse jamais à eux. On ne leur pose pas de questions. On ne les implique pas dans les activités. Donc, tout ça, ce sont des formes de violence qui peuvent être... la violence, ce n'est pas que la violence physique, hein, c'est aussi la violence psychologique. Et il y a beaucoup d'enfants EAFGA qui ont témoigné de ça, qui ont dit « Moi, je ne vais plus à l'école parce qu'à l'école, je me fais insulter, personne ne veut jouer avec moi, on m'invite à aucune des activités de l'école, donc ils se sentent rejetés. » Donc ça, c'est important. Et puis pour tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, donc à l'encontre des filles notamment, ça on l'a vu, hein, donc il y a tout un programme à mettre en place avec un système, par exemple, de retour d'informations, de formation des enseignants, avec des systèmes où les enfants peuvent rapporter lorsqu'ils ont été victimes de violences sexuelles, par exemple. Donc, il y a tout un tas d'activités à mettre en place pour que ces enfants au sein de l'école, c'est pas que les EAFGA, hein, c'est aussi, par exemple, les filles de manière générale qui vivent des violences sexuelles au niveau dans l'enceinte des écoles. Et donc, de mettre en place les mécanismes pour le prévenir et pour faire comment on appelle ça, le rapportage si besoin. Là, je parle école et je me rends compte que peut-être c'est un peu trop focalisé. Lorsque je dis école, je veux dire aussi tout ce qui est établissement d'enseignement. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément l'école formelle. Même dans votre centre d'alphabétisation, vous pouvez avoir aussi ces mêmes problèmes. Donc, il ne faut pas penser école, simplement école formelle, éducation nationale et autres, hein. À partir du moment où vous avez des enfants qui sont dans un même lieu, tous ensemble, avec un enseignant, vous avez exactement les mêmes risques en termes de violence. Donc, voilà, ne pas penser que c'est que aller dans l'école formelle.
Et puis, il y a autre chose on l'a un petit peu abordé, donc j'en profite ici, et que vous allez retrouver dans la note technique, c'est la question de comment les lieux d'école, les lieux d'enseignement, que ce soit madrasa, école formelle, même parfois les espaces amis des enfants, parfois, comment ces lieux peuvent être utilisés et instrumentalisés à des fins soit politiques, soit pour des fins de recrutement d'enfants. On sait que les écoles sont parfois utilisées comme des lieux de recrutement. Comment le contenu des enseignements peut être aussi utilisé à des fins de propagande, à des fins politiques. Et donc ça, il faut en avoir conscience. Pas forcément une solution à tout, mais c'est important d'en avoir conscience parce que il y a de nombreux pays où les recrutements se font à la sortie des écoles, ou au moment de la récréation, il y a des personnes de l'extérieur qui viennent faire un discours auprès des élèves, ou les curriculums qui sont utilisés, les livres scolaires qui sont utilisés, propagent des idées de révolutionnaires qui vont aller attiser les conflits, par exemple. On a vu ça dans beaucoup de pays. Il y a des pays, bon, là on va dire que c'est un peu à l'extrême, mais où je peux vous donner des exemples où les exercices de calcul, c'était alors s'il vous faut 30 grammes de poudre pour faire exploser une voiture qui pèse 500 kilos, combien de grammes de poudre vous faut-il pour faire exploser une maison voilà. Donc par exemple, hein, où c'est 4 balles plus 6 balles égale combien? Vous voyez, donc le contenu peut être aussi instrumentalisé et utilisé. Donc, garder la plus grande vigilance à ce niveau-là. Et pour terminer là-dessus, vous allez trouver dans la note technique une théorie du changement qui va un peu comment dire, réunir tous les différents aspects qu'il faut prendre en compte pour un programme d'éducation pour les EAFGA. Donc, si on part de la gauche, vous avez des programmes d'éducation. Donc là, c'est vraiment des, on va dire, titres assez grossiers. Si vous regardez dans la technique, vous allez avoir bien sûr beaucoup plus d'informations sur le contenu des activités, hein. Donc là, c'est vraiment les top lines, hein. On ne va pas beaucoup en détail, mais il nous faut donc des programmes qui répondent aux besoins des enfants. Et donc, ces besoins, ça peut être, voilà, on les a déjà un peu énumérés, hein. Ensuite, on a besoin aussi de regarder au niveau des taux d'inscription, au niveau de la progression dans l'enseignement. Donc ça, c'est tout ce qui est en termes de mesure un peu de l'impact de nos programmes ou des résultats des programmes. Est-ce que les enfants restent à l'école? Est-ce qu'ils passent dans la classe supérieure? Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés supplémentaires, etc. Donc là, c'est les programmes vraiment d'éducation, on va dire, pure et dure. Ensuite, là, en vert au milieu, vous avez tout ce qui est psychosocial. Donc, on a parlé, on sait que c'est important qu'il y ait cette prise en compte au sein de l'école, à la fois à travers de la formation des enseignants et du soutien psychosocial direct pour les enfants. Ensuite, on a besoin d'avoir aussi tous les aspects de protection qui sont pris en compte, donc avec la sécurité sur le chemin et à l'école, la gestion de cas, le lien avec les familles. Et puis le dernier point, c'est l'implication des parents, parents tuteurs et des membres de la communauté aussi pour la réussite de ces programmes. Donc voilà, donc là on voit un peu tous les éléments qu'il nous faut pour mettre en place un programme d'éducation réussi. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, hein. Vous pouvez impliquer des autres acteurs. Donc voilà, avant de passer à la collaboration entre les secteurs, je voulais savoir s'il y a des premières réactions. Qu'est-ce que vous pensez de ces informations? Alors, je vois
Il y a un point de Félix. Le réseau de la protection de l'enfance de la province du Moumoum a facilité la réinsertion scolaire de nombreux élèves déplacés. Et donc oui, c'est l'importance de voir comment les acteurs de la protection de l'enfance ont un rôle à jouer, hein. Oui, Félix, allez-y si vous voulez préciser votre idée. Merci beaucoup. Alors, c'est courant 2022, comme vous l'avez dit, le RPE de Dodougou a été sollicité avec l'afflux massif des populations qui venaient donc dans la zone. Alors, il y avait des problèmes donc pour trouver des places pour certains élèves. Ce n'est pas uniquement les Afghans, c'est tous les élèves qui venaient, qui n'avaient plus donc la chance d'être scolarisés. Alors, il a fallu que le RPE, qui a en son sein tous les acteurs, voilà, de protection de l'enfant, puisse s'impliquer. Et on avait également un acteur de l'éducation qui était avec nous, et c'est lui qui a facilité la réinsertion scolaire pour tous ces enfants. Donc, c'est ce que je voulais souligner dans mon message. Merci. Merci beaucoup, Félix. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions au point que je viens d'aborder, que ce soit sur le travail avec les enseignants, en santé mentale, avec les associations de parents d'élèves? Alors, Aline, vous avez allumé votre micro. Est-ce que vous voulez intervenir? Non, non, je m'excuse, c'était juste par erreur. Ah, d'accord. Merci. Alors, donc on a Pamela, oui. Merci beaucoup, Sandra. Je disais que vraiment la santé mentale, le bien-être psychosocial au niveau des écoles, c'est très important. Avec IRC au niveau de la RDC, nous avons des programmes qu'on a intégrés, la formation des enseignants, c'est tout ce qui est accompagnement psychosocial, mais aussi l'apprentissage socio-émotionnel. Parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont affectés et ces programmes-là, ce n'est pas seulement pour les EAFGA, donc c'est vraiment au niveau des écoles où on intègre aussi les EAFGA. Et ça facilite déjà aux enseignants d'avoir des compétences, de détecter des problèmes que les enfants peuvent avoir, mais aussi de les accompagner au premier niveau avant de les référer pour une prise en charge, par exemple, par les travailleurs sociaux ou encore des prises en charge spécialisées. Et cette formation-là, nous sommes en train de les intégrer parce que nous voulons avoir maintenant des écoles ou des classes à guérison, comme on les dit, hein, Healing Classroom. C'est une approche intégrée éducation-protection que IRC a développée et que nous, on voit que vraiment ça produit beaucoup de résultats. Parce que les enfants, s'ils ne sont pas psychologiquement bien, ils n'apprennent aussi pas bien. Et comme vous le savez, avec les EAFGA, ils ont traversé beaucoup de choses, ils sont traumatisés, ils ont beaucoup de problèmes. Et si dans les écoles dans lesquelles on va les réinsérer, ces enseignants-là ont ces compétences déjà là, ça va aussi améliorer même l'accès à l'éducation de ces enfants-là, mais aussi l'apprentissage de ces enfants-là. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant si vraiment on commencerait à penser aussi à intégrer ces niveaux-là au niveau de nos interventions avec les EAFGA et surtout quand on prévoit faire la réinsertion scolaire, de prévoir déjà ces formations-là pour les enseignants de ces écoles-là. Merci. Merci beaucoup, Pamela. Oui, c'est ça, c'est tous ces apprentissages. Alors, je vais mettre dans le chat le lien. Je suppose que ça fonctionne toujours, le SHLS. Oui. Oui, hein. Donc là, je mets le lien dans le chat. Normalement, si vous cliquez ici... Ah non, ça, il ne marche plus. Non, il ne marche pas. Alors, attendez, comment c'est déjà? Est-ce que tu peux le retrouver, Pamela, et mettre le lien vers le site SHLS, où là, vous allez trouver tous les modules de formation pour tout ce qui est compétences émotionnelles, compétences sociales et émotionnelles. Et donc ça, vous avez tout le contenu. Vraiment, ORC, bon, je suis un peu... je ne suis pas très neutre puisque j'ai travaillé pour IRC pendant longtemps, mais IRC là-dessus a fait un gros travail et le fait d'avoir rendu tout ce contenu disponible à tous, donc voilà, c'est accessible à tout le monde. Vous pouvez aller sur le site et télécharger toutes les activités que les enseignants peuvent faire avec les enfants. Ces petites 30 minutes là dont je vous parlais, c'est vraiment intéressant. Merci Pamela. Alors, on va pouvoir maintenant passer à la question du lien entre les secteurs. Donc,
Voilà un tableau que vous avez peut-être déjà vu, ou en tout cas quelque chose de similaire. Donc, on parle de ces 3 niveaux de collaboration entre les secteurs, hein. Donc, l'intégration, entre guillemets le mainstreaming en anglais, la programmation conjointe et la programmation intégrée. Donc, dans le cas de la collaboration avec le secteur de l'éducation, si on prend l'intégration, là, il s'agit de, par exemple, s'il y a des activités de soutien financier pour des fournitures scolaires, admettons. Eh bien, c'est de travailler avec ces acteurs de l'éducation pour dire est-ce que les EAFGA peuvent faire partie des critères de vulnérabilité pour avoir accès à ce soutien en fourniture scolaire ou bien pour une formation professionnelle. Ça peut être, par exemple, vous, en tant qu'acteur de la protection de l'enfance, vous allez aller former ces acteurs, vous allez former les enseignants aux besoins spécifiques des EAFGA. Vous allez leur expliquer la santé mentale, pourquoi les enfants réagissent de telle manière, leur comportement, etc. Et leur donner des techniques pour savoir comment réagir lorsqu'ils rencontrent ces situations-là. Donc ça, c'est des choses très pratiques que vous pouvez faire et qui permettent de renforcer l'intégration entre les 2 secteurs. Ensuite, on a ce qu'on appelle la... Alors, peut-être juste encore sur l'intégration, à l'inverse, ça peut être les acteurs de l'éducation qui disent eh bien, on va venir former vos travailleurs sociaux, vos animateurs communautaires sur l'alphabétisation, les techniques d'alphabétisation. Vous voyez, donc ça va dans les 2 sens, hein. Ce n'est pas toujours la protection qui va aller intégrer de la protection au sein de l'éducation, mais ça peut être aussi l'inverse, l'éducation qui vient nous former, nous, en tant qu'acteurs de la protection, sur comment on fait de l'alphabétisation de manière efficace. Ensuite, la programmation conjointe. Donc là, c'est, par exemple, l'acteur de l'éducation va venir animer les activités d'alphabétisation dans l'espace ami des enfants. Donc, vous avez votre centre espace ami des enfants, ou un centre de jeunes, un club de jeunes, enfin comme vous voulez l'appeler. Vous avez des activités de protection, des activités de compétences de vie, etc. Et vous voulez rajouter de l'alphabétisation. Et vous dites, ah, nous, on n'a pas la compétence pour faire l'alphabétisation. On va demander à cet acteur de venir faire des cours dans notre espace. Donc, vous fournissez le mobilier, le matériel, etc. Peut-être que vous allez aussi dédommager la personne qui vient faire les cours, hein. C'est une relation que vous allez tisser, une collaboration avec l'autre ONG qui, elle, va venir faire les cours dans votre espace à vous. Donc ça, c'est la programmation conjointe. À l'inverse, ça peut être l'acteur de la protection qui va aller dans l'école et qui va aller le mercredi après-midi faire des activités psychosociales pour aider les enfants à réguler leurs émotions, ou bien ça va être le fait d'avoir un travailleur social qui passe une fois par semaine et qui fait une permanence au sein de l'école pour, au cas où les enfants ont des difficultés sociales, puissent venir voir le travailleur social et avoir quelqu'un qui parlait de leurs problèmes. Voilà, ça peut être ça. Donc ça, c'est la programmation conjointe. On va un peu chez l'un, chez l'autre, fournir un service. Et il y a la programmation intégrée. Donc là, c'est tout le programme complet, par exemple, de réintégration, dans lequel vous avez un volet éducation qui va être mis en place conjointement avec soit une autre ONG de l'éducation, soit si au sein de votre organisation, vous avez un département éducation et un département protection de l'enfant, là, vous pouvez travailler ensemble et mettre en place un programme pour les enfants affectés par le conflit, dont les EAFGA, par exemple, qui va impliquer la gestion de cas, du soutien psychosocial, de la formation d'enseignants, etc. Et là, c'est un projet qui est intégré de A à Z. Voilà. Donc ça, c'est un peu les différents types de collaboration que vous pouvez faire. Là, je n'ai pas mentionné, mais il y a aussi la collaboration au niveau des clusters. Donc, les coordinateurs de clusters, vous avez aussi un rôle à jouer.
pour favoriser ce lien avec entre les secteurs, hein, et faire du plaidoyer pour dire dans telle zone, on a besoin d'acteurs de l'éducation, par exemple. Donc ça, c'est un rôle important. Je tends les perches. Voilà. Alors là, il y a quand même, avant de passer là, je voulais vous dire qu'il y a tout un travail qui a été fait au niveau de l'Alliance, donc l'Alliance pour la protection de l'enfance, pour renforcer la collaboration avec l'éducation. On sait très bien que ces deux secteurs-là, ils marchent ensemble, qu'on se renforce mutuellement et qu'on a besoin de collaborer de mieux en mieux entre les acteurs, entre les secteurs également. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Il y a... les acteurs de l'éducation sont régulièrement invités aux activités qui sont organisées par l'Alliance. Et donc, il y a aussi toute une série de documents qui sont disponibles en ligne, des lignes directrices, des outils pour renforcer cette collaboration. Et donc là, par exemple, je vous ai fait un petit extrait d'un de ces outils qui montre un peu les différentes étapes pour renforcer cette collaboration. Donc ça, c'est par exemple pour un projet qu'on pourrait dire intégré, où on va faire une évaluation conjointe. Donc ensemble, éducation et protection de l'enfance, on va aller évaluer, identifier les problèmes, faire une vraie analyse. Donc les outils de collecte de données sont définis ensemble. La collecte des données est aussi faite ensemble, ainsi que l'analyse. Ensuite, ensemble, on va planifier la réponse stratégique. Donc, on va dire, voilà, on a identifié tous ces problèmes-là. Comment chacun peut y répondre? Alors, moi, je peux faire ça, toi, tu peux faire ça. Là, on peut travailler ensemble, etc. Ensuite, il y a la mobilisation des ressources. Chaque secteur a accès à des donateurs, des réseaux de financement qui sont différents. Donc, c'est mutualiser aussi ces ressources-là. Et ensuite, il y a la mise en œuvre en commun, le suivi, l'évaluation, et toutes ces étapes-là vont être faites en commun. Donc, on va mesurer les indicateurs. Et c'est là où c'est intéressant, où on peut voir comment le fait d'avoir à la fois un travail social combiné à un travail d'éducation peut-être on peut obtenir de meilleurs résultats en termes d'apprentissage, en termes de rétention des apprentissages, etc. Donc voilà un peu les différentes étapes et vous pouvez retrouver ces outils sur le site de l'Alliance. Et puis, alors voilà, ça c'est un peu pour résumer un petit peu ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, tout ce qui est intervention conjointe, intégrée et le mainstreaming, tout ça, ce sont des interventions qui vont permettre de renforcer, donc bien sûr, la collaboration, mais aussi d'avoir de meilleurs résultats à la fin. Et ça, on a du recul et on sait que plus on travaille ensemble et meilleurs sont les résultats à la fin pour les enfants. Les enfants, eux, ils ne sont pas un secteur, hein. Ils ont besoin de tout en même temps. Donc, plus on va travailler ensemble, plus on peut faire une réponse coordonnée qui va répondre à leurs besoins en même temps. Et ils n'ont pas besoin de courir à droite, à gauche pour obtenir des services différents. On sait qu'aussi, on a besoin de renforcer ces mécanismes de coordination et que pour des problématiques comme celle des enfants associés aux forces et groupes armés, on a besoin d'une réponse multisectorielle. Donc là, je renforce à nouveau ce point de dire on ne peut pas tout faire tout seul et qu'on a besoin des autres secteurs. Et donc, c'est à nous aussi d'aller expliquer de quoi on a besoin et de démontrer l'intérêt pour tous, et pas que pour nous, hein, mais c'est un intérêt mutuel où on va se renforcer mutuellement pour avoir de meilleurs résultats. Et on sait que quand même la gestion de cas, ça c'est une approche qui nous permet d'identifier au niveau individuel les besoins et ensuite de faire ce référencement. Et puis on a besoin d'impliquer les enfants pour savoir
quels sont les services dont ils ont besoin. Si c'est de l'alphabétisation, comment est-ce qu'on peut adapter le contenu de l'alphabétisation à leurs besoins? Vous voyez, donc des fois, on a des formations qui sont un peu génériques. On dit, ah voilà, l'alphabétisation, alors les enfants, ils apprennent comme s'ils avaient 5 ans. Voilà, maman fait un gâteau, papa va au champ. Enfin, des choses qui sont complètement décalées par rapport à leurs besoins. Vous voyez, là, je caricature intentionnellement, mais donc il faut s'adapter à leurs besoins et c'est pour ça qu'on a besoin de les impliquer et de leur demander quelles sont les choses qu'ils veulent apprendre et leur donner cette place dans la définition des contenus de programme. Voilà, est-ce que... Donc là, c'était un peu la dernière diapositive. J'en ai encore une, mais qui est plus sur les outils. Est-ce qu'il y a des retours, des réflexions après tout ce qu'on a dit sur justement la collaboration entre les secteurs? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites déjà? Sandra, est-ce que toi, tu collabores déjà avec le cluster de la protection? Est-ce qu'il y a déjà des réunions qui se font entre vous, par exemple? Je ne sais pas si Sandra est encore là. Ah, peut-être pas. Ah oui, Sandra a dû partir. Nadia, peut-être que tu peux répondre à la question, si tu sais. Malheureusement, non, j'ai pas la réponse. Donc, je ne sais pas trop. Je sais qu'on est en train d'essayer de renforcer notre travail commun. Notamment, on avait commencé à intégrer des volets psychosociaux pour les enseignants dans les écoles, justement pour qu'ils puissent aider à éventuellement identifier certains cas, comme il y a beaucoup d'enfants vulnérables, dont des EAFK et des enfants victimes d'autres violations. Mais je ne sais pas trop. Il faudra que Sandra peut-être réponde mieux que moi. Oui, non, merci. Moi, je l'ai mis un peu comme ça sur le devant de la scène. Mais en tout cas, donc moi, ça, c'est un travail que je fais en ce moment à travers donc, la diffusion de ces notes techniques. Donc, c'est, on va dire, un peu la première étape. Et la deuxième étape, c'est d'organiser des ateliers. Donc là, par exemple, je vais en faire un en Centrafrique, où on réunit autour de la table les acteurs de la protection de l'enfance et de l'éducation et des moyens de subsistance. Donc là, on va décider de faire les trois en même temps. Et donc, pendant 3 jours, on va décortiquer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelles sont les difficultés. Donc, un petit peu ce qu'on a fait là, mais de manière beaucoup plus détaillée, hein, avec tous ces acteurs autour de la table, et de voir quelles sont les solutions qu'on peut trouver pour mieux travailler ensemble. Ensuite, définir des théories du changement qui sont spécifiques à chaque pays. Dire, voilà, par exemple, nous, au Mali, on a tel problème, les écoles sont fermées. Donc, ça, c'est le problème qu'on a identifié. La réponse va être, voilà, avec, par exemple, plusieurs interventions. L'éducation peut faire telle chose, la protection telle autre, et on travaille ensemble. Et à partir de là, c'est vraiment une base de travail pour renforcer la collaboration. Donc ça, je le fais dans plusieurs pays. Et je vais commencer avec la Centrafrique. La RDC est aussi intéressée. La RDC, je l'ai commencé, mais juste au niveau de l'UNICEF en interne. Et donc après, l'idée, c'est d'ouvrir avec tous les acteurs. Donc voilà, je vous passe également le message. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, on peut en discuter et voir ce qui est possible de faire. Et donc, alors j'en profite aujourd'hui d'avoir terminé un petit peu plus tôt pour donc vous partager ces différents liens ici dans le chat. Donc, vous avez
Alors, attendez, je vais les faire séparément. Donc, on a la note technique sur les interventions éducatives. Donc ça, vous allez la retrouver sur la page sur la page web du groupe de travail EAFGA. Ensuite, on a tout ce qui est communauté de pratique. Ça, c'est pareil, je vais vous montrer. Et puis, j'en profite aussi pour faire un peu la publicité d'un programme d'apprentissage en ligne sur la boîte à outils et qui se termine au mois de mars. Donc voilà, donc là, on fait un petit peu la promotion pour que toutes les personnes qui sont intéressées puissent y accéder avant qu'on termine ce programme. Et donc, j'en profite là un instant pour vous montrer un petit peu les différents outils qui existent. Alors, je repartage mon écran. Donc là, vous avez tous les liens. Donc ça, c'est la page web du groupe de travail. Donc ici, elle est en anglais, mais vous pouvez cliquer ici sur FR et vous avez tout qui est traduit en français. Et donc là, vous avez toutes les ressources du groupe spécialisé EAFGA. Donc la note technique des filles, celle sur l'éducation, les moyens de subsistance. Vous voyez, là, c'est la santé mentale. Donc, vous avez tout qui est listé ici, accessible. Donc, par exemple, là, si vous cliquez, après, vous avez les versions dans les différentes langues. Donc, ça, c'est pour les pages web. Si vous allez sur la communauté de pratique, donc ça, c'est un espace en ligne où les acteurs, les acteurs qui travaillent, principalement de la protection de l'enfance, qui travaillent avec les EAFGA, donc sont connectés. Et donc, vous partagez des informations. Donc là, par exemple, il y a un rapport sur la Colombie. Là, il y a une personne de l'Éthiopie qui pose une question. Donc ensuite, on a différentes personnes qui répondent. Là, on a quelqu'un de la je crois que c'est la RDC, qui lance un appel par rapport à ce qui se passe dans sa zone. Ici, on a quelqu'un qui partage une opportunité d'apprentissage en ligne. Voilà, là, c'est un webinaire. Donc, il y a en fait, toutes les activités qui existent autour des EAFGA qui sont disponibles sur ces pages. Et alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que vous pouvez ici sélectionner votre langue. Donc, si vous mettez le français, eh bien, tous les postes, donc même si quelqu'un écrit en anglais, vous allez voir la traduction en français. Donc ça nous permet d'échanger aussi au-delà des zones géographiques où on parle la même langue. Et donc ça, moi, je trouve ça personnellement extraordinaire. Ça permet de se connecter avec le monde entier. Voilà, et puis donc le dernier, c'est le Future Learn. Donc ça, c'est cette boîte à outils en ligne. Donc ici, si vous tapez EAFGA, vous allez avoir accès à ce programme d'apprentissage qui est gratuit, qui dure 6 semaines. Donc c'est à peu près 3 heures d'activité, 3 heures de travail par semaine. Vous allez avoir des vidéos, des quiz, des articles à lire, etc. Et donc, c'est une formation qui est certifiante. Donc, à la fin, lorsque vous allez terminer le dernier test, le dernier questionnaire à la fin du programme, si vous le réussissez, vous avez votre certificat. Voilà. Donc, celui-ci est traduit en français et donc disponible. Ça, vous le faites à votre rythme. Donc, si vous voulez faire 3 modules cette semaine et rien la semaine prochaine, c'est votre choix. Voilà, j'en ai terminé. Je vous laisse un peu plus tôt aujourd'hui.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Donc, le lien, Odile, je viens de le partager, c'est celui de Future Learn, hein. J'ai partagé les 3 liens, vous les avez dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur ces différentes plateformes et à bénéficier des contenus qui sont disponibles encore jusqu'au mois de mars l'année prochaine. Oui, Nadia? Non, en fait, c'était juste vraiment pour te dire un mot de remerciement au nom de Sandra et de tout le domaine de responsabilité. Je pense que ça a été des sessions très, très intéressantes. Et surtout, ce n'est pas toujours qu'on a des outils déjà traduits en français. Donc ça, je pense que ça fera vraiment plaisir à tous nos collègues francophones, aussi d'avoir des communautés de pratique où on peut avoir d'autres professionnels qui sont dans d'autres contextes, peut-être avec des défis similaires ou différents, avec lesquels on peut partager l'expérience. Ça sera très utile. Donc, merci beaucoup d'avoir pris vraiment de ton temps pour venir animer ces sessions avec nous. Merci. Merci beaucoup. Et donc, il reste encore une session la semaine prochaine, donc, qui ne sera pas animée par moi, mais par Jerry Abdallah de l'IRC, donc qui va vous parler des compétences parentales. Donc, ils ont développé tout un curriculum qui est spécialisé pour les parents de AVGA. Donc, c'est lui qui vous fera ce webinaire la semaine prochaine. Et je vois que Sidiki a sa main levée. Est-ce que vous voulez intervenir avant que l'on termine? D'accord, très bien. Bon, eh bien, un grand merci à vous tous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.